Entropie. Boris vient juste de me résumer son point de vue. C'est un prophète de la météo. Le temps, d'après lui, ne va pas s'améliorer. Il va y avoir davantage de calamités, davantage de morts et davantage de désespoir. Et nulle part, on ne voit le moindre signe de changement. Il faut rentrer dans le rang pour aller au pas cadencé vers la prison de la mort. Impossible d'y échapper. Le temps ne changera pas. Tropique du cancer. En bas, la petite soirée que Meatball Mulligan, dit boule de viande, donnait pour la fin de bail, entrait dans sa 40e heure. Par terre, dans la cuisine, parmi les bouteilles de champagne vides, Sandor Rojas et 3 invités jouaient à qui cracherait le plus loin. Ils restaient éveillés grâce à un mélange de Enzik et de benzédrine. Au salon, Duke, Vincent, Kringle et Paco étaient accroupis autour d'un baffle de 15 pouces installé sur une corbeille à papier. Et ils s'envoyaient pour 27 watts de la grande porte de Kiev. Ils portaient tous des lunettes de soleil à monture de corne et montraient des mines extasiées. Ils fumaient de drôles de cigarettes qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne contenaient pas du tabac, mais une forme frelatée de cannabis sativa. Ils constituaient le quartet Duke di Angelis. Ils enregistraient pour une marque locale, Tambu, et comptaient à leur actif un 33 tours, 25 cm de musique sidérale intitulée « Songs of Other Space ». De temps en temps, il y en avait un qui lançait sa cendre dans le cône du haut-parleur pour la voir tournoyer. Meatball dormait près de la fenêtre. Il serrait sur son cœur un magnum vide, comme si ça avait été son ours en peluche. Plusieurs petits fonctionnaires, des filles qui travaillaient pour le département d'État ou la National Security Agency, étaient tombés raides sur le canapé, les fauteuils. Il y en avait même une, la tête dans le lavabo de la salle de bain. On était au début de février 1957. En ce temps-là, Washington, D.C. regorgeait d'expatriés américains. À tout propos, il vous racontait comment il n'allait pas tarder à partir pour l'Europe. Pour le moment, tout le monde semblait travailler pour le gouvernement. Ironie qui n'échappait à personne. On montait par exemple des soirées polyglottes où le nouveau venu se faisait snober s'il n'était pas capable de soutenir une conversation dans 3 ou 4 langues différentes. Pendant des semaines, il fréquentait les traiteurs arméniens et l'on était finalement invité dans de minuscules cuisines à des dîners d'agneau et de boulgour. Les murs étaient décorés d'affiches de corrida. On prenait pour maîtresses des filles sensuelles, débarquées d'Andalousie ou du Midi. Elles étudiaient l'économie à Georgetown. Leur dôme, c'était un Roskilde pour étudiants qui s'appelait Au Vieil Heidelberg. Au printemps, en guise de tilleul, il fallait se contenter de cerisiers en fleurs. Cette vie léthargique n'était cependant pas dépourvue de piquant. La soirée de Meatball semblait trouver son second souffle. Il s'était mis à pleuvoir. L'eau rebondissait sur le papier goudronné du toit. Elle éclaboussait en fines gouttelettes le nez, les sourcils et les lèvres des gargouilles de bois, puis elle dégoulinait sur les vitres. La veille, il avait neigé, et l'avant-veille avait soufflé une véritable tempête. Auparavant, la ville avait étincelé sous le soleil. On se serait cru en avril. Encore qu'on ne fût qu'au début de février, d'après le calendrier. Bizarre saison à Washington. Que ce faux printemps. On y trouve l'anniversaire de Lincoln, le nouvel an chinois, et il flotte dans les rues une sorte de désespoir, car les cerisiers ne seront pas en fleurs avant des semaines. Et comme le chante Sarah Vaughan,
Cette année, le printemps sera un peu en retard. Les foules, comme celles qui se rassemblaient au vieil Heidelberg l'après-midi en semaine pour y boire du Würzburger, en chantant Lili Marlène, sans parler de la fiancée de Zygmaki, sont la plupart du temps incroyablement romantiques. Et comme les romantiques ne l'ignorent pas, l'âme, ou spiritus, ou rua, ou encore pneuma, n'est en substance que de l'air. Il est par conséquent naturel que ces gondolements de l'atmosphère se retrouvent dans ceux qui la respirent, si bien qu'aux éléments publics, vacances, attractions touristiques, viennent s'ajouter des sinuosités particulières liées au climat, comme s'il s'agissait d'un passage stretto dans cette fugue que représente l'année. Temps incertain, idylle sans lendemain, obligations imprévues, moi qui se perds aisément dans une fugue, car dans cette ville, et c'est assez curieux, on oublie toujours le vent, la pluie et les amours de février, comme si tout cela n'avait jamais existé. Les dernières notes profondes de la grande porte ébranlèrent le plancher, arrachant Callisto à un sommeil agité. Ce qu'il remarqua d'abord, ce fut le petit oiseau qu'il tenait doucement entre ses mains serrées contre son corps. Il tourna la tête sur l'oreiller et sourit à l'oiseau, dont la petite tête bleue, aux yeux fermés, se blottissait faiblement contre lui. Il se demanda combien cela prendrait encore de temps avant que l'oiseau se rétablisse complètement. Il le gardait ainsi depuis 3 jours. Il ne connaissait pas d'autre façon de le guérir. La fille à côté de lui changea de place avec un petit gémissement. Elle avait un bras replié sur le visage. Les piaillements des autres oiseaux matinaux parvenaient, mêlés au bruit de la pluie. Ils se cachaient parmi les philodendrons et les petits palmiers. Ils formaient de petites touches écarlates, jaunes et bleues, dans cette serre qui faisait songer aux jungles du douanier Rousseau, et qu'il avait mis 7 ans à composer. Hermétiquement close, elle formait dans le chaos de la ville une minuscule enclave d'ordre, étrangère aux fantaisies climatiques, aux débats de la politique nationale et aux différents désordres sociaux. C'est par des tâtonnements successifs que Callisto était parvenu à cet équilibre écologique, la fille ayant participé, quant à elle, à la création d'une harmonie artistique. Les mouvements des oiseaux, des êtres humains, tout s'intégrait pour constituer les rythmes d'un mobile absolument parfait. Naturellement, la fille et lui, devenus nécessaires à l'unité du sanctuaire, ne pouvaient s'y arracher. Il se faisait livrer ce dont il avait besoin et ne sortait plus. « Est-ce qu'il va mieux » murmura-t-elle. Elle était étendue devant lui comme un point d'interrogation fauve, ses yeux sombres devenus soudain immenses, clignant lentement. Callisto gratta doucement le cou de l'oiseau entre les plumes. « Je crois qu'il va se remettre. Regarde. Il entend ses petits camarades se réveiller. » La fille avait entendu la pluie et les oiseaux avant d'être complètement éveillée. Elle s'appelait Obad, moitié française et moitié anamite. Elle vivait sur une planète à elle, curieuse et solitaire. Les nuages, l'odeur des poinsignats, l'amertume du vin, une main au creux de ses reins, une caresse sur ses seins, puis tout lui parvenait sous forme de son, en une harmonie qui survenait parfois au beau milieu d'une sombre cacophonie. « Va regarder, Obad, dit-il. » Obéissante, elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre, dont elle écarta les rideaux, et dit enfin « Il fait 3 degrés, toujours 3 degrés. » Callisto eut une grimace. « Cela dure depuis mardi, et toujours pas de changement. 3 générations avant la sienne, Henri Adam était resté stupéfait devant l'énergie. Callisto se retrouvait à peu près dans les mêmes conditions devant la thermodynamique, vie intérieure de cette énergie. Comme son prédécesseur, il comprenait que la Vierge et la dynamo représentaient aussi bien l'amour que l'énergie. Ils étaient en fait identiques. L'amour, par conséquent, faisait tourner le monde, tout comme il donnait de l'effet à la boule du jeu de quilles et présidait à la précession des nébuleuses.
D'ailleurs, c'était l'aspect sidéral qui le troublait. Les spécialistes de cosmologie avaient prédit pour l'univers une fin par la mort de la chaleur. Les limbes, en quelque sorte, avec la disparition de la forme et du mouvement, et une énergie calorique uniforme en tous les points. Mais les météorologues conjuraient le danger jour après jour en enregistrant une rassurante variété de températures. Or, depuis 3 jours, malgré un temps variable, le mercure était resté bloqué à plus 3 degrés. Circonspect devant les présages d'apocalypse, Callisto s'agita sous ses couvertures. Ses doigts serrèrent l'oiseau plus fort, comme s'il avait besoin de ses pulsations ou d'une souffrance pour se rassurer sur un prochain changement de température. Le dernier coup de cymbale arracha Meatball tout pantelant au sommeil, en même temps que le balancement synchrone des têtes au-dessus de la corbeille à papier s'arrêtait. Le sifflement final flotta un moment dans la pièce, puis se fondit dans le murmure de la pluie. « Bigre !» proclama Meatball dans le silence, tout en contemplant le magnum vide. Kringle se tourna lentement vers lui et lui sourit en tendant une cigarette. « L'heure du thé, mon vieux, lui dit-il. »« Non, non, répondit Meatball. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète, les gars? Pas chez moi. Vous devriez pourtant savoir que Washington est bourré d'agents fédéraux. » Kringles prit un air pensif pour dire « Eh merde, Meatball, il n'y a plus rien qui t'amuse. » « Faut que je reprenne du poil de la bête, seul espoir. Il reste rien à boire ?» Il prit à 4 pattes la direction de la cuisine. « Je crois qu'il n'y a plus de champagne, dit Duke. Mais il doit rester une caisse de tequila derrière le frigo. » Ils mirent un enregistrement d'Earl Bostic. Meatball s'arrêta à la porte de la cuisine et il regarda Sandor Rojas d'un air mauvais. « Faut des citrons, déclara-t-il, après mûre réflexion. Toujours à 4 pattes, il alla jusqu'au frigo, il en sortit 3 citrons et quelques cubes de glace. Il dénicha ensuite la bouteille de tequila et entreprit de remettre un peu d'ordre dans son système nerveux. Il se taillada le doigt en coupant les citrons, qu'il pressa ensuite à 2 mains. Il démoula la glace à coups de pied et 10 minutes plus tard, par quelque miracle, se retrouva tout rayonnant, un monstrueux tequila sourd à la main. « Ça a l'air vachement bon, » fit remarquer Sandor Rojas. « Tu pourrais pas m'en préparer un ?» Meatball le regarda en clignant des yeux. « Kitchilo fassa shikidbi » répondit-il automatiquement. Il se dirigea vers la salle de bain. « Hé !» cria-t-il à personne en particulier. « Dites donc, il y a une fille ou je ne sais quoi endormie dans le lavabo. » Il la prit par l'épaule et la secoua. « Hein ?» dit-elle. « Vous ne devez pas être bien, dit Meatball. « Ouais, admit-elle. » Puis elle trébucha en direction de la douche, ouvrit l'eau froide et s'assit en tailleur sous le jet. « Eh ben, ça va mieux, dit-elle en souriant. »« Meatball !» cria Sandor Rojas, resté dans la cuisine. « Il y a quelqu'un qui essaie d'entrer par la fenêtre. Un cambrioleur, j'imagine. Un de ces visiteurs du second étage. »« T'occupe pas, répondit Meatball. Nous sommes au 3e. » Il bondit dans la cuisine. Un personnage lamentable et hirsute était accroché à l'escalier de secours. Il tapait avec ses ongles au carreau. Meatball ouvrit la fenêtre. « Tiens, Saul !»« C'est pas le beau temps, » dit ce dernier, et tout en dégoulinant, il sauta dans la pièce. « T'es au courant, j'imagine. Myriam t'a plaqué, ou quelque chose comme ça. C'est tout ce que je sais. » On tambourina à la porte d'entrée. « Mais donnez-vous la peine d'entrer, » dit Sandor Rojas. La porte s'ouvrit et 3 petites étudiantes de George Washington apparurent, toutes les 3 spécialistes de philosophie. Chacune transportait une dame Jeanne de Chianti. Sandor sauta en l'air et se précipita dans le salon. « Nous avons appris que vous donniez une soirée, » dit une blonde. « Ça sent la chair fraîche, » s'exclama Sandor. Ancien combattant de la paix hongrois, il présentait sans doute le plus grave cas chronique existant dans le district de Columbia de ce que des critiques bourgeois ont appelé le dongiovannisme. « Porce porti la gonella, voi sapete quel ce fa ?» Véritable chien de Pavlov, il lui suffisait d'une voix de contralto, d'un soupçon d'arpège pour se mettre incontinent à baver. Meatball examina le trio d'un œil embrumé. Elles s'avancèrent vers la cuisine, il haussa les épaules. « Mettez le pinard au frigo. Salut, au fait. »
Obad était penché sur ses feuilles de papier ministre. Son cou faisait un arc d'or. Elle écrivait à toute vitesse dans l'ombre verdâtre de la pièce. Callisto dictait, tout en gardant l'oiseau blotti contre les poils gris de sa poitrine. À Princeton, lorsqu'il était jeune, Callisto avait appris un moyen mnémotechnique pour se rappeler les lois de la thermodynamique. On ne peut pas gagner, les choses vont empirer avant de s'améliorer. Et qui dit qu'elles vont s'améliorer? À 54 ans, affrontant l'idée de l'univers selon Gibbs, il comprit soudain que le baragouin de l'étudiant s'était révélé prophétique, après tout. Ce labyrinthe léger d'équations était devenu pour lui une vision ultime de la mort calorique du cosmos. Bien sûr, il avait toujours su que seule une machine ou un système théorique pouvait présenter un rendement de 100%. Et il n'ignorait pas que, selon le théorème de Clausius, l'entropie d'un système isolé s'accroît de façon continue. Cependant, ce fut seulement quand Gibbs et Boltzmann appliquèrent à ce principe les méthodes de la mécanique statistique qu'il découvrit avec horreur ce que cela signifiait. Il comprit qu'un système isolé, galaxie, machine, être humain, culture, tout ce qu'on voudra, évolue irrévocablement vers la condition de probabilité maximale. Et alors qu'il ressentait les premières atteintes de la maturité, il fut contraint de remettre en question tout ce qu'il avait appris jusque-là. Il lui fallait regarder sous un nouvel éclairage déconcertant les villes, les saisons et les amours de hasard. Il se demanda s'il serait à la hauteur de la tâche. Il était bien conscient des dangers d'un illusoire ralentissement. Il espérait également être assez fort pour ne pas sombrer dans la décadence élégante d'un fatalisme amollissant. Le pessimisme qu'il pratiquait avait toujours été de cette variété vigoureuse que l'on trouve en Italie. Comme Machiavel, il plaçait l'équilibre entre Virtus et Fortuna aux alentours de 50-50. Or, voilà que les équations introduisaient un élément aléatoire qui donnait un taux de probabilité si indéterminé, si indicible, qu'il craignait même de le calculer. Les ombres de la serre se dressaient autour de lui, vaguement menaçantes, et ce petit cœur pitoyable battait follement la chamade contre le sien. En contrepoint de ces paroles, la jeune femme entendait le caquetage des oiseaux, les klaxons des voitures, dans le matin humide, et de temps en temps l'alto d'Earl Bostic, dont le son éclatant perçait le plancher. Elle vivait ainsi dans un univers dont la pureté architecturale se trouvait sans cesse menacée par des éléments anarchiques, bandes interdites, excroissance, surface gauche, dérive, inclinaison des plans. Il lui fallait continuellement se remettre au point pour que toute cette structure ne sombre pas dans un chaos de signaux incompréhensibles et discrets. Une fois, Callisto avait baptisé cela feedback, ou système bouclé. Le soir, épuisée, elle s'enfonçait dans ses rêves avec la résolution désespérée de ne jamais relâcher sa vigilance. Même dans les moments d'affection, la chanterelle et sa détermination dominaient les doubles cordes des nerfs tendus. Quoi qu'il en soit, reprit Callisto, il trouva dans l'entropie, ou mesure de la désorganisation d'un système clos, l'image adéquate s'appliquant à certains phénomènes de son propre univers. C'est ainsi qu'il vit la nouvelle génération réagir à Madison Avenue comme la sienne l'avait fait jadis à Wall Street. La société de consommation américaine montrait la même tendance à aller du moins au plus probable, de la différenciation à la monotonie, de l'individualité à une sorte de chaos. Bref, il se surprit à répéter en termes de société ce qu'avait prévu Gibbs. Sa culture connaîtrait une sorte de mort calorique. Les idées, comme l'énergie calorique, ne seraient plus transmises. Chaque élément ayant finalement la même quantité d'énergie. Par conséquent, le mouvement intellectuel s'arrêterait. Il leva soudain les yeux. « Va voir, dit-il. » Elle alla jeter un coup d'œil au thermomètre. 3 degrés, mais la pluie a cessé. Il baissa la tête et posa ses lèvres sur l'aile palpitante. « Alors cela ne va pas tarder à changer, dit-il d'une voix qu'il voulait ferme. Assis sur le poêle,
Saul ressemblait à une poupée de chiffon sur laquelle un enfant aurait passé une rage incompréhensible. Meatball demanda « Que s'est-il passé ? Si toutefois tu as envie d'en parler. »« Bien sûr que j'ai envie d'en parler, » répondit Saul. « D'abord je l'ai tabassé. La discipline doit être maintenue. » Amusant. J'aurais voulu que tu vois ça, Meatball. Ça a été une bagarre formidable. Elle a fini par me jeter à la tête le manuel de physique-chimie. Elle m'a raté et le bouquin a filé par la fenêtre. Mais en même temps que la vitre, quelque chose a dû se briser en elle. Elle a quitté la maison en coup de vent, sous la pluie, en pleurant. Elle est partie comme ça, sans imperméable, sans rien. Elle reviendra. Non. Bah, ça devait être quelque chose de bouleversant du genre qui est le meilleur, Sal Mineo ou Ricky Nelson. Et nous parlions justement de la théorie de la communication, ajouta Saul. C'est drôle, non ? J'ignore tout de la théorie de la communication. Ma femme aussi, d'ailleurs, si l'on y songe, n'est-ce pas, le sort commun. C'est ça qui est drôle. Voyant un sourire bizarre apparaître sur le visage de Saul, Meatball proposa. Tequila ou autre chose ? Non, désolé, je veux dire, c'est un truc à perdre la boule. T'en arrives à voir des flics partout, cachés dans les buissons, au coin de la rue. Me fait top secret. Ce qui signifierait ? Tabulatrice électronique pour l'étude des champs factoriels. Et c'est à propos de ça que vous vous disputiez ? Myriam s'était remise à la science-fiction, ainsi qu'à la lecture de Scientific American. On dirait qu'elle est complètement obnubilée par l'idée que les ordinateurs agissent comme des personnes. J'ai commis l'erreur de lui dire qu'on peut aussi bien prétendre le contraire et considérer le comportement humain comme un programme qu'on a fourré dans une machine IBM. Pourquoi pas, après tout, remarqua Meatball. En effet, de fait, c'est un problème crucial pour la communication, sans parler de la théorie de l'information. Mais quand je lui ai dit ça, elle a sauté au plafond. Je ne vois toujours pas pourquoi. Et si quelqu'un devait le savoir, c'est bien moi. Je me refuse à croire que le gouvernement gaspille l'argent des contribuables pour moi, alors que de meilleures occasions de le gaspiller ne manquent pas. Meatball fit l'amour. Elle a peut-être cru que tu te donnais le rôle du savant froid, amoral et désincarné. Seigneur, s'exclama Saul en levant les bras au ciel. Désincarné. Comment le serait-on au moins que moi, Meatball ? Je ne cesse de me faire des soucis. En Afrique du Nord, on arrache la langue aux Européens, qui ont dit ce qu'il ne fallait pas dire, alors que les malheureux croyaient que c'était justement ce qu'il convenait de dire. Ce sera la barrière de la langue, suggéra Meatball. Saul bondit de son poil. Il s'exclama, furieux. « Tu as tes chances pour le concours, la plus mauvaise plaisanterie de l'année. » Mais non, gros malin, justement, il n'existe pas de barrière. Ça ressemblerait plutôt à une espèce de fuite. Tu dis à une fille « je t'aime », pas de problème, c'est un circuit fermé. Juste vous deux. Mais au beau milieu, voilà ce vilain petit mot de 4 lettres qu'il faudra surveiller. Ambiguïté, redondance, rien à voir en somme. Du vent, ça brouille ton signal, c'est le bordel dans le circuit. Meatball se promenait en traînant les pieds. « Tu sais, Saul, marmonna-t-il enfin, je me demande si, comment dire, tu n'attends pas trop des gens. Parce que tu vois, la plupart des choses que l'on dit, en fin de compte, c'est du bruit. Ouais, la moitié de ce que tu viens de dire, par exemple. Bah, et toi alors ? Je sais bien, dit sombrement Saul. Quelle saloperie, hein ? C'est bien pour ça que les avocats font leur beurre avec les divorces. Vain Dieu. Bah, moi je m'en fous. De plus, il fit une grimace. Je crois que tu as raison. On finit par découvrir que les mariages réussis, Myriam et moi par exemple, jusqu'à hier soir, reposent sur un compromis. Le rendement n'est jamais maxi. Il faut généralement se contenter d'une base minimum pour que ça fonctionne. Appelons cela harmonie. Bigre. Exactement. Tu trouves que c'est un bien grand mot, n'est-ce pas ? Mais il y a un contenu différent pour chacun de nous, parce que tu es célibataire et pas moi. Enfin, jusqu'à hier. Et puis merde. Bien sûr, dit Meatball, voulant être agréable. Vous ne vous serviez pas des mêmes mots. Par être humain, tu voulais dire quelque chose qu'on peut regarder comme s'il s'agissait d'un ordinateur. C'est plus facile pour comprendre, d'un sens. Mais pour Myriam, cela signifiait tout autre chose. Et puis la barbe. Meatball se tut. Bon, je le boirai bien ce coup, dit enfin Saul.
La partie de cartes avait été abandonnée, et les amis de Sandor étaient paisiblement en train de se tordre le nez à la tequila. Sur le divan du salon, Kringles et l'une des étudiantes étaient plongées dans le marivaudage. « Non, disait Kringles, je ne veux pas éreinter Dave. Je l'ai même en haute estime, mon vieux, surtout si l'on songe à son accident et tout ça. » Le sourire de la fille se figea. « Mais c'est affreux, quel accident? T'es pas au courant? Quand Dave était simple 2e classe dans l'armée, on l'a expédié à Oak Ridge, mission spéciale, quelque chose à voir avec le Manhattan Project. Et puis, un jour, qu'il manipulait je ne sais quelle saloperie, il a attrapé une overdose de radiation. Alors maintenant, faut qu'il porte tout le temps des gants. » Elle hocha la tête avec compassion. « Tu parles d'une tuile pour un pianiste ?» Meatball avait laissé Saul en tête-à-tête avec sa bouteille de tequila. Il allait chercher un coin où dormir, lorsque la porte s'ouvrit violemment, poussée par 5 marins de l'US Navy, à différents degrés de décrépitude. « C'est bien ici » gueula une harpette boutonneuse et obèse, qui avait perdu son bob. « C'est bien le bordel dont causait le chef ?» Un bosco tout noueux le poussa et jeta un œil dans le salon. « Ouais, slab. Et ça n'a pas l'air terrible, même pour l'Amérique. Pour le cul, j'ai vu mieux à Naples, Italie. »« Combien, hein ?» beugla un grand matelot qui avait des végétations. Il tenait à la main un cruchon de fil en 4. « Bon sang !» s'exclama Meatball. La température extérieure se maintenait à 3 degrés. Planté dans la serre, Obad caressait distraitement les branches d'un jeune mimosa, en écoutant le motif composé par la sève, thème encore incertain qui allait éclore en floraison rose, dont on prétendait qu'elle assurait la fertilité. Cette musique formait un réseau complexe, des arabesques, déjà ordonnées, s'organisant comme dans une fugue par rapport aux discordances improvisées de la soirée, qui continuaient en dessous, avec de temps en temps des sommets et des accolades. Délicat rapport signal-bruit, dont l'équilibre exigeait toutes les calories qu'elle pouvait y mettre, oscillant dans le petit crâne ténu, tandis qu'elle examinait Callisto qui continuait à protéger l'oiseau. Callisto, quant à lui, s'efforçait d'envisager toutes les possibilités de mort calorique, tout en gardant la petite boule de plume entre ses mains. Il cherchait des correspondances, Sad, évidemment, mais aussi Temple Drake, inconsolable, dans son jardin public à la fin du sanctuaire de Faulkner, Équilibre final, Nightwood et le tango, n'importe quel tango, mais peut-être plus que tout le reste, la danse si triste, si lasse de l'histoire du soldat de Stravinsky. Il s'efforça de retrouver ce que le tango avait été pour eux après la guerre, la signification qui lui avait échappé de tous ces couples solennels comme des automates dans les cafés dansants, ou du métronome qu'ils avaient vu battre au fond des yeux de ses partenaires. Même les vents réguliers et salubres de la Suisse ne guérissaient pas la grippe espagnole. Stravinsky l'avait attrapé, tout le monde l'avait attrapé. Et combien restait-il de musiciens après la bataille de Passchendaele ou de la Marne? Dans le cas présent, il s'était trouvé réduit à 7. Un violon, une contrebasse, une clarinette, un basson, un cornet à piston, un trombone, les timbales. C'était comme si une minuscule troupe de saltimbanques avait entrepris de produire le même résultat que toute une fosse d'orchestre. Il devait à peine rester en Europe un ensemble complet. Et Stravinsky, avec son violon et ses timbales, avait réussi à mettre dans ce tango la même lassitude étouffante que l'on retrouvait chez ces jeunes gens gominés qui essayaient de ressembler à Vernon Castel et chez leur maîtresse, qui s'en fichait. Ma maîtresse, Céleste. De retour à Nice après la Deuxième Guerre mondiale, à la place de ce café, il avait trouvé une parfumerie avec une clientèle de touristes américains. Aucune trace d'elle sur le pavé ou dans la pension de famille à côté, et aucun parfum pour rivaliser avec son haleine toujours chargée de ce vin doux d'Espagne qu'elle buvait. Alors il s'était acheté un roman de Henry Miller, et il était parti pour Paris. Il avait lu le livre dans le train, si bien qu'en arrivant, il avait déjà une petite idée de ce qui l'attendait. Et il avait découvert que Céleste et les autres, et même Temple Drake, n'avaient pas tellement changé.
Au bad, dit-il, j'ai mal à la tête. Le son de sa voix provoqua chez la jeune femme un petit fragment de mélodie. Elle se dirigea vers la cuisine, la serviette, l'eau froide, et comme il la suivait des yeux, tout cela prit la forme d'un chœur à plusieurs voix bizarrement enchevêtrées. Et comme elle déposait la compresse sur son front, il poussa un soupir de reconnaissance qui sembla être le point de départ d'un nouveau thème et d'une autre série de variantes. « Non, disait Meatball, désolé, nous ne sommes pas ici dans une maison de mauvaise réputation. Croyez bien que je le regrette. » Schlapp restait inébranlable. « Enfin, le chef nous a bien dit, » ne cessait-il de répéter. Le marin offrit d'échanger sa gnôle contre une grosse. Meatball parcourut désespérément la pièce des yeux, comme à la recherche d'un soutien. Au milieu, le quartet de Duke d'Angelis en était à un passage historique. Vincent était assis et les autres debout. Il suivait exactement les mouvements d'un groupe au beau milieu d'un bœuf à tout casser. Seulement voilà, il n'avait pas d'instrument. « Eh » fit Meatball. Duke hocha plusieurs fois la tête avec un léger sourire. Il alluma une cigarette, puis finit par découvrir l'existence de Meatball. « Chut » murmura-t-il. Vincent se mit à faire des moulinets avec ses bras, les poings serrés. Il resta ensuite immobile, puis recommença. Le manège dura quelques minutes. Meatball buvait son drink d'un air maussade. La marine avait mis le cap sur la cuisine. Sur un signal invisible, le groupe arrêta de taper des pieds. Duke fit un grand sourire et déclara « Enfin, on a tous fini en même temps. » Meatball le regarda furibond. « Dites donc, commença-t-il. « C'est mon nouveau style » interrompit Duke. « Naturellement, tu te souviens de Gerry Mulligan ?»« Non, répondit Meatball. « Par contre, je me souviens d'Avril, si ça peut t'aider. »« I remember April. » En fait, corrigea Duke, il s'agissait de Love for Sale, ce qui montre assez ton ignorance. Bref, nous avions Gerry Mulligan, Chet Baker and crew, toute l'équipe de ce temps-là, tu piges? Saxo-baryton, ajouta Meatball, et comme saxo-baryton, c'était quelqu'un. Mais pas de piano, mon vieux, pas de guitare, pas d'accordéon non plus. Alors, tu sais ce que ça veut dire? Pas exactement. Précisons tout d'abord que je ne suis pas Mingus, ni John Lewis. La théorie n'a jamais été mon fort. Je veux dire que j'ai toujours eu du mal à déchiffrer. Je sais, coupa Meatball d'une voix sèche. Tu t'es fait piquer ta carte pour avoir déraillé en interprétant Happy Birthday au cours d'un pique-nique du Kiwani Club. Ce n'était pas le Kiwani Club, c'était le Rotary. Tiens, ça me revient, une de ces intuitions géniales. Si dans le premier quartet de Gerry Mulligan, il n'y avait pas de piano, cela ne peut signifier qu'une seule chose. Pas d'harmonique, compléta Paco. Une basse à visage de chérubin. Ce qu'il veut dire, expliqua Duke, c'est pas d'accords fondamentaux. Rien à écouter pendant que l'on suit la ligne mélodique. Et dans ce cas, on pense les harmoniques. Meatball, horrifié, commençait à comprendre. Si bien que, conséquence logique, on pense tout, déclara Duke avec dignité. Les harmoniques, la ligne mélodique, le tout, quoi. Meatball le regardait, sidéré. Bien sûr, ajouta Duke modestement, il existe encore quelques petits problèmes à résoudre. Mais, commença Meatball, écoute, tu vas comprendre. Et les voilà sur orbite, probablement vers la ceinture des astéroïdes. Kringles fit comme s'il soufflait dans une embouchure et se mit à agiter les doigts. Duke se frappa le front. « Mais non, connard !» s'exclama-t-il. « Le nouveau thème, tu sais bien, celui que j'ai écrit cette nuit. »« Ok, » dit Kringles. « Et moi, j'interviens au pont, comme dans tous les thèmes. »« Exact, » répondit Duke. « Mais alors ?»« Eh bien, dit Kringle, 16 mesures. J'attends, j'attaque. »« 16 ?» demanda Duke. « Mais non, Kringles, 8. Veux-tu que je te le chante? Une cigarette avec des traces de rouge à lèvres, un billet d'avion pour quelques coins romantiques. » Kringles se gratta le crâne. « Tu veux dire « those foolish things » ? » « Exactement, Kringles, bravo. »« Pas « I remember April » ? ?»« Minge Marte, » répondit Duke. « Et à mon avis, on l'a joué un peu lent, » ajouta Kringle. Meatball étouffa un petit rire. « Alors va falloir tout remettre sur la planche à dessin. »« Pas du tout, » répondit Duke. « On repart dans le vide, où il n'existe pas d'air. »
Et de fait, les voilà repartis. Mais Paco semblait jouer en sol dièse, et les autres en mi bémol, si bien qu'il fallut tout recommencer. Dans la cuisine, 2 des demoiselles de George Washington chantaient avec les marins « Let's all go and peace on the Forrestal », où il est question d'aller pisser sur le porte-avions Forrestal. À côté du frigo, une grande partie de moras bilingues était engagée. Saul avait rempli d'eau des sacs en papier, assis sur l'escalier d'incendie, et il les laissait tomber dans la rue sur les passants. Une grosse en sweatshirt, Bennington, fonctionnaire récemment fiancé à un enseigne du Forrestal, fonça tête baissée sur Slab, qui se tenait dans la cuisine, et l'atteignit à l'estomac. Considérant qu'il y avait là un excellent prétexte pour une bonne bagarre, toute la bande de Slab se lança dans la mêlée. Nez à nez, les 2 joueurs de Morat se lançaient 3, 7, de toute leur force. Sous la douche, la fille que Meatball avait extraite du lavabo annonça qu'elle était en train de se noyer. Apparemment, elle s'était assise sur la bonde, et maintenant elle avait de l'eau jusqu'au cou. Dans l'appartement de Meatball, le vacarme avait atteint un crescendo dément. Meatball contemplait la scène en se grattant doucement le ventre. À son avis, il lui restait 2 façons de s'en sortir. A. S'enfermer dans la penderie, en espérant qu'ils finiraient par tous foutre le camp. B. Essayer de les calmer, les uns après les autres. A. Était certainement le plus tentant. Il se mit alors à se représenter cette penderie sombre, où il allait rester tout seul à étouffer. Ça ne lui disait rien, d'être tout seul là-dedans. Et puis les joyeux marins du Good Ship Lollipop allaient peut-être démolir la porte à coups de pied, juste pour rire. Et si cela arrivait, il aurait naturellement bonne mine. L'autre solution n'avait rien de particulièrement séduisant, mais serait sans doute préférable. En haut, Callisto, perdu dans le passé, ne sentit pas que les faibles pulsations de l'oiseau commençaient à s'affaiblir. Obad était debout devant la fenêtre, errant parmi les cendres de son monde enchanté. La température n'avait pas changé, le ciel était maintenant d'un gris uniforme et qui s'obscurcissait. Soudain, en bas, quelque chose, le cri d'une fille, une chaise renversée, un verre qui se brisait sur le sol, jamais il ne saurait exactement quoi, transperça la courbure de son temps intérieur. Il sentit le petit oiseau défaillir, ses muscles se contracter. Il vit les soubresauts de la tête. Au même moment, son propre pouls s'accéléra, comme pour compenser. « Au bas, dit-il d'une voix dolente, l'oiseau est en train de mourir. » La jeune femme, comme en transe, traversa la serre en courant, se pencha sur les mains de Callisto. Ils restèrent ainsi 1 minute, puis une autre. Les battements du cœur suivaient un gracieux diminuendo, puis ils finirent par s'arrêter tout à fait. Callisto releva lentement la tête. « Pourtant, je lui ai donné la chaleur de mon corps, » protesta-t-il. Paralysé par le prodige, comme si je lui communiquais la vie ou une sensation de vie. Qu'est-ce qui est arrivé ? Le transfert de chaleur a-t-il cessé de fonctionner ? N'y a-t-il plus ? Il n'acheva pas. J'étais à la fenêtre, dit-elle. Il s'écroula, terrifié. Elle resta un moment là, hésitante. Depuis longtemps, elle connaissait l'obsession de Callisto, et elle comprenait que cette température immuable de 3 degrés était décisive. Alors, comme si elle découvrait soudain l'inévitable issue de tout cela, elle courut jusqu'à la fenêtre avant que Callisto eût pu faire un geste. Elle tira vivement les rideaux, enfonça ses mains ravissantes à travers la vitre. Elle les retira, sanglantes et constellées d'éclats de verre, puis elle se tourna vers l'homme allongé sur le lit. Ils attendirent ensemble que l'équilibre fût atteint et que cette température de 3 degrés s'établît dehors comme dedans, à jamais, et que la dominante ambiante de leur vie vint se résoudre en une tonique de ténèbres et l'absence définitive de mouvement.